Avertissement. Vrai de vrai, je te le jure, est improvisé à partir d'un canevas. Oui, monsieur, dame. Il y a quelques années, le guide Michelin a posé un geste audacieux, en remettant des étoiles à un restaurant. Pas à une table gastronomique. Pas non plus à un grand chef. Non, à un casse-croûte de village. Un endroit sans site web, sans réservation, sans serveur avec une petite serviette blanche sur le bras. Un endroit reconnu pour un burger exceptionnel. Un burger si bon qu'on disait qu'il valait le détour. Un burger qui, selon certains, changeait des vies. L'annonce est passée inaperçue, ou presque, au Québec. Mais moi, j'y ai porté attention. Alors, j'y suis allé, à ce casse-croûte. Quand je suis arrivé sur place, c'était fermé. Les rideaux baissés, la porte barrée. Aucune affiche explicative. Juste un silence un peu louche. Mais ce n'est pas ce qui m'a arrêté. Car en face du casse-croûte, il y avait un cimetière. Et dans le cimetière, il y avait une série de pancartes plantées dans le sol. Des pancartes faites à la main, avec des messages écrits au crayon feutre. Des messages que je n'étais pas prêt à lire. Et puis là, j'ai vu une femme qui pleurait, debout entre deux pierres tombales. Elle tenait un sac de papier brun froissé. Un sac qui sentait encore la graisse de patates frites et le ketchup. Je me suis approché et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Mon mari est mort ici, d'une overdose de burger. » Et à ce moment-là, j'ai compris deux choses. Premièrement, que le guide Michelin avait peut-être sous-estimé quelque chose. Et deuxièmement, que cette histoire allait bien au-delà d'un simple casse-croûte. Parce que quand un burger devient mortel, quand un restaurant ferme sans explication, quand un cimetière se transforme en tableau d'affichage et quand les gens commencent à chuchoter, ce n'est plus de la gastronomie. C'est une légende urbaine. Vrai de vrai, je te le jure. Saison 3, les burgers secrets. Quand un établissement recommandé par le guide Michelin ferme sans avertissement, on parle généralement de rénovation, de retraite ou d'un problème de plomberie. Mais ici, personne ne parlait de travaux, personne ne parlait de vacances, on parlait d'un burger. Un burger trop bon, un burger dangereux, un burger qu'on consommait en silence, comme si le simple fait d'en parler pouvait attirer l'attention. Mais très vite, j'ai compris que ce casse-croûte n'était pas seulement un restaurant, c'était un secret. Et comme tous les secrets, il vivait dans la bouche des gens. J'ai commencé par rencontrer des clients réguliers, des gens simples, des gens honnêtes, des gens qui avaient mangé ce burger et qui étaient encore en vie pour en parler. Ce qu'ils m'ont raconté, ce n'était pas une recette, c'était une expérience, une montée, un point de non-retour. Et cette femme qui pleurait, Armande Rousseau-Ouellette, cliente fidèle du snack bar, fait partie de ces survivants. Elle garde un beau souvenir de ce burger, même si elle avoue qu'il avait un goût particulier. Mais c'est un bon goût, qu'on va dire, un très bon goût de burger. Pour Armande, ce burger-là, c'était plus qu'un repas. C'était des souvenirs avec Raymond, son défunt mari. Ça, c'est le dernier repas que j'ai mangé avec mon mari avant qu'il meure. C'est vraiment la double boulette, puis c'est juteux. C'est sûr que Raymond, s'il savait que ça allait fermer, il y aurait beaucoup de peine. C'était vraiment ses hamburgers préférés.
Tu sais, c'était du 3 fois par jour là, qu'on allait. 3 burgers par jour. Raymond et Armande étaient des habitués, solides. Le genre qui commande avant même de s'asseoir. Et le dernier soir, Raymond avait même pris une boulette extra. Parce que quand on aime, on compte pas les boulettes. Ce soir-là, c'est vrai, il a même pris un extra boulette. C'était un burger double, mais avec un extra boulette, ça fait 3 boulettes. Ça, c'est sûr qu'il avait jamais mangé autant de boulettes dans sa vie, pauvre Raymond. Ces 3 boulettes extra ont eu raison de Raymond, qui est enterré au cimetière Jeanne d'Arc, juste en face. Une coïncidence troublante qui soulève une question existentielle. Un burger avant la mort ou la mort avant le burger? Absolument. Dimanche passé, on s'est tous rassemblés au parc Jeanne d'Arc, juste en face des bons burgers. On a fait des belles pancartes. C'est le cimetière, le plus grand cimetière de la région, c'est sûr. Il n'y a pas même de choix, c'est sûr, à chaque paquet d'affiches. Je suis certain que mon Raymond, il sent les odeurs de bon burger. Qu'est-ce qui est écrit sur sa plaque? Bon burger, bon repos, Raymond. Fais-nous un signe, Raymond, quelque chose! Excusez-moi, je voulais pas... Émotion, là. M'ennuie aussi, je mangerais tellement un bon burger. Des pancartes dans un cimetière pour un burger. Si Raymond pouvait faire un signe, je ne suis pas certain qu'il choisirait celui-là. Mais Armande refuse d'envisager le pire. Ça, on le saura jamais, c'est comme l'œuf et la poule. Sauf que là, on ne parle pas d'œuf ni de poule. On parle de boulettes. On parle d'un homme qui en est décédé. On parle d'un cimetière stratégiquement placé. C'est une première piste d'enquête. Comprendre pourquoi ce burger était si bon. Pourquoi il donnait ce sentiment étrange, ce besoin de revenir. Pourquoi il donnait le goût de jouer avec la mort. Plus les témoignages s'accumulaient, plus une chose devenait claire. Personne ne parlait du goût de ce burger de la même façon. Certains parlaient de révélation, d'autres de dépendance. Un homme m'a même dit qu'après y avoir goûté, les autres burgers lui semblaient vides, insipides. Jeffrey Langevin, inspecteur à la retraite, fait partie de ceux qui ont creusé. Le genre d'homme qui garde des échantillons dans son congélateur pendant des années, au cas où. C'est lui qui a développé une théorie, disons, audacieuse. Ben, c'est que moi, j'ai été enquêteur de profession avant. Là, après ça, à la retraite, je me suis dit, il faut pas laisser ça lettre morte. Il faut pas laisser ça mourir comme le cimetière. Au Tim Hortons, les gens parlaient des affaires comme ça. Fait que, ça m'a mis l'eau à la bouche. Ouais, j'écoutais des anciens employés parler. Au Tim Hortons du village, Jeffrey écoutait les anciens employés. Parce que c'est toujours là que ça se passe, hein? Les vraies révélations. Entre 2 beignes puis un café, quelquefois trop chaud. Et c'est là qu'il a entendu quelque chose d'étrange. Puis y a-t-il une phrase en particulier qui vous est venue à l'oreille qui aurait pu comme déclencher votre intérêt pour ça? Ouais, il y a un moment donné, ils ont dit on va manquer de péquistes. Puis là, on voyait, il y avait ça d'un bord, puis d'un autre côté, il y avait la liste électorale qui se rapetissait d'année en année. Fait que là, moi, 1+1. La liste électorale qui rapetisse. Les péquistes qui disparaissent. Et un burger qui donnait un sentiment de fierté nationale. Jeffrey vient de relier des points que personne ne voulait voir. Je me suis dit, il y a de quoi là, parce que quand on mangeait le burger, monsieur, il y avait un sentiment de fierté, la fierté d'un pays. Ouais, la fierté peut pas disparaître. Non, rien ne se perd, rien ne se crée, hein. Tout se transforme, même la fierté. Cette formule chimique appliquée à la politique québécoise. Une théorie chimico-nationaliste. Mais Jeffrey ne s'arrête pas là.
Depuis que le casse-croûte a fermé, il y a une remontée dans les sondages. Et puis moi, depuis que je commence à parler, je reçois des appels de sollicitation, de PSPP, entre autres. Donc, selon Jeffrey, le casse-croûte aurait servi de quoi, exactement? Un complot gastronomique souverainiste? Le grand pays, le grand bleu, René Lévesque, Jacques Paris, il y a quelque chose. Moi, je suis sûr que c'est rallié avec le PQ. Je peux pas le prouver hors de tout doute, mais ça sent pas bon. Ça sentait bon les burgers, mais là, cette histoire-là, ça sent pas bon. Avant de le traiter de fou, je me rappelle que tout témoin doit être écouté avec respect. Et là, Jeffrey tient à clarifier ses allégeances. Mais Parti libéral n'a pas rapport là-dedans. Surtout pas Parti libéral du Canada. Je parlerai jamais en mal du Parti libéral du Canada. Mais les complots, monsieur, il y en a depuis que le monde est monde, là. Faut être aveugle pour penser qu'il n'y a pas de complot puis il n'y a pas quelqu'un qui contrôle les affaires. Fait que ça serait un complot péquiste? C'est ce que je pense. Un complot péquiste autour d'un burger secret. Normalement, je rejetterais ça d'un revers de la main. Mais il faut admettre une chose. Les coïncidences s'accumulent. Et, dans une enquête, les coïncidences, ça n'existe pas vraiment. Je veux mettre la lumière. Je veux que les gens savent. Les gens ont le droit de savoir. OK? Évidemment, je voulais comprendre ce qui se passait en cuisine. Parce que c'est toujours là que ça se joue, entre la plaque chauffante et la conscience professionnelle. Et la nièce de Robert, l'ancien propriétaire, refuse de croire que son oncle aurait pu commettre quoi que ce soit de répréhensible. Elle vient défendre l'honneur familial, et elle a des arguments, disons, créatifs. Il était fier de ça? Il était fier de son commerce, oui? Tellement, il y avait un tatou. Ben, en fait, c'était comme dans son dos. Il y avait un gros tatou d'âme de guerre, puis chaque année, il rachetait des garnitures. Et c'était rendu un gros burger, là. Puis on faisait comme des fêtes, des beach parties avec le monde du village. Puis c'était comme celui qui gagnait le tournoi de poche pouvait choisir la prochaine garniture. Oh, les gens aimaient ça. Les gens aimaient vraiment ça. Un tatouage de burger qui se complète année après année. C'est soit très dévoué, soit très bizarre. Probablement les deux. Un homme qui transforme son dos en menu évolutif. Avouez, ce n'est pas banal. Il a comme commencé par les pains. Il savait là, que ça allait aller loin, cette idée-là. Fait qu'il y avait un pain dans le bas du dos, un pain dans le haut. Puis chaque année, c'est ça, là, il remplissait entre les pains. Et il restait plus beaucoup de place, là. Ça devait faire 25 ans qu'il faisait ça. Mais j'étais même pas née quand il a commencé à faire ça. J'étais arrivée, puis il y avait juste une boulette dans le bas. La tranche de fromage, là, c'est moi qui ai gagné le tournoi de poche. C'était très discret, là. C'était vraiment pour les gens du village. Nous, on comprenait. C'était entre nous, cette tradition-là. Pendant 15 ans, un tatouage progressif. Un burger qui se construit, une couche à la fois, année après année. Comme les anneaux d'un arbre, mais en condiment, en ketchup, moutarde, oignon. Une façon de garder le secret, littéralement, sur lui. Sauf qu'il y a un détail qui cloche. Plusieurs personnes ont mentionné avoir entendu des bruits de scie la nuit. Des bruits réguliers, persistants. Et la nièce a une explication. Écoutez, mon oncle avait à cœur de faire une table à pique-nique en avant du casse-croûte qui n'a jamais réussi. Puis il travaillait fort, mais il le faisait en cachette parce que la table à pique-nique, elle faisait dur. Puis croyez-moi que de la scie, il en a mis là-dessus. Une table à pique-nique qui se construit elle aussi année après année. Soit Robert était un perfectionniste pathologique, soit il sciait autre chose que du bois. Mais la nièce me révèle quelque chose d'encore plus troublant. On avait un client qui venait à tous les jours, matin, midi, soir. Puis à chaque fois qu'il venait, on lui tatouait un ingrédient dans le dos. Fait qu'il y avait une camisole, une chemise, un veston, il était bien habillé, là, le monsieur. Fait qu'il est parti avec le secret. Donc, quelqu'un, quelque part au Québec,
se promène avec la vraie recette du burger secret tatouée sur le dos. La recette complète, tous les ingrédients. Un homme habillé multicouche. Si vous croisez un gars qui refuse d'enlever son chandail, à la piscine ou à la plage, même en pleine canicule du mois de juillet, posez-vous des questions. Est-ce que quelqu'un, quelque part, a mentionné que ce serait peut-être pas du bœuf? Ça goûtait bon, là. Ça goûtait le bon bœuf. Hein? À ce point-ci de l'enquête, j'avais appris beaucoup de choses. Que certains tatouent leur passion, que d'autres les mangent, que des recettes peuvent se transmettre par la peau et qu'un burger peut devenir un projet de vie. Mais il y avait une question que personne ne posait jamais, même pas avec un sourire. D'où ça vient? Je parle pas de la sauce, pas le pain, la vraie affaire. Parce que quand un burger est trop bon, quand les portions sont trop grosses et quand tout le monde est fier, sans trop savoir pourquoi, c'est souvent parce que quelqu'un, quelque part, a décidé que c'était mieux de pas trop en parler. Et moi, j'ai décidé que la prochaine étape, ce serait justement d'en parler. On se retrouve dans le prochain chapitre. Je pouvais pas perdre ma job juste parce que on aurait entendu des cris dans un sac, dans le congélateur. On écoutait toutes nos vidéos instructives sur la petite télé cathodique dans le coin. Il fallait que je sois disponible entre minuit 17 et 2h03 du matin. Puis j'ai vu la transition de propriétaire. Il y a plein des affaires qui ont changé. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.